D'abord, avant de démarrer, j'aimerais remercier nos équipes et Madame Sicard, administratrice, pour le travail qui a été réalisé sur ce rapport. La crise des laits infantiles contaminés par la toxine céréulide m'a particulièrement alertée, à la fois en tant que mère, que maman, et en tant que députée. Comment un aliment destiné à une population parmi les plus vulnérables a-t-il pu être massivement et durablement contaminé sans que nos autorités de contrôle ne s'en rendent compte? Pourquoi nos mécanismes d'alerte n'ont-ils pas été activés plus vite? Il me semble important que la représentation nationale puisse faire la lumière sur cette crise, puis pour en tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir. Tout commence le 10 décembre dernier, lorsque Nestlé procède au rappel d'un lot de lait infantile en France, après avoir détecté une contamination par la toxine céréulide. La céréulide est une toxine qui peut être produite lorsque certaines souches d'une bactérie, Bacillus cereus, prolifèrent lors du processus de fabrication. Nestlé dit que la contamination vient de son usine des Pays-Bas et que les lots concernés ont été rappelés. Cela soulève déjà une première difficulté. Nous nous reposons en grande partie sur les contrôles réalisés par les industriels eux-mêmes. En réalité, le problème n'est pas circonscrit à l'usine des Pays-Bas. Nestlé finit vraisemblablement par s'en rendre compte le 24 décembre. La contamination provient d'un ingrédient ajouté à ces laits infantiles, l'huile riche en acide arachidonique, l'huile d'Ara, fabriquée par un fournisseur chinois, Cabio Biotech. Le problème n'est donc pas local, il est mondial. De nombreuses entreprises s'approvisionnent auprès de ce fournisseur chinois. Une semaine plus tard, le 30 décembre, Nestlé avertit les autres fabricants de lait infantile de la contamination de l'huile Ara pour qu'ils vérifient s'ils sont eux aussi concernés. Et encore une semaine plus tard, le 5 janvier, Nestlé avertit les autorités de contrôle et procède au rappel massif de ces lots de lait infantile contenant l'huile d'Ara contaminée. À partir du 20 janvier, c'est au tour de Lactalis, Danone, Popote, Vitagermine et la marque en moins de procéder au rappel de l'eau contaminée par la toxine céréulide. Ces rappels se multiplient jusqu'au 5 février pendant un long mois. Pourquoi de tels délais? La contamination est initialement détectée le 10 décembre, mais certains rappels n'ont lieu que le 5 février, pratiquement 2 mois plus tard, pendant lesquels des nourrissons ont pu consommer quotidiennement du lait contaminé. Cette stratégie nous interroge. À partir du moment où l'on savait que la contamination provenait de l'huile d'Ara en provenance du fournisseur chinois, le principe de précaution n'aurait-il pas imposé de rappeler d'emblée tous les lots qui contenaient cette huile sans attendre les résultats des tests? Cela aurait eu le mérite d'être plus clair pour les familles, qui auraient su d'emblée vers quel lait elles pouvaient se tourner, alors qu'avec les rappels successifs, elles se reportaient sur un nouveau lait pour découvrir quelques jours plus tard qu'il était aussi contaminé. Certains évoquent un risque de pénurie de lait infantile, mais en opérant selon le principe de précaution dès la connaissance de l'origine de la contamination, cela laissait l'ensemble des lots produits avec de l'huile d'Ara provenant d'un autre fournisseur sur le marché et nous aurions pu remettre sur le marché les lots bloqués dès lors que les tests avaient été effectués. Je m'associe d'abord, moi aussi, au remerciement des équipes et de Madame l'administratrice, et je prends la suite. Donc, au-delà, la question se pose de savoir si les industriels ont agi avec suffisamment de transparence et de rapidité pour alerter les autorités et procéder au contrôle nécessaire. La loi Egalim impose à tout exploitant d'alerter immédiatement les autorités de contrôle dès lors qu'il y a des raisons de penser qu'un produit mis sur le marché est potentiellement dangereux. La DGAL nous a clairement dit qu'elle avait des doutes assez forts sur la bonne application de cette règle par plusieurs industriels, mais sur ce point, un signalement a été effectué au parquet et donc la justice sera appelée à se prononcer. Il ne nous appartenait pas donc de le faire. Par ailleurs, il faut quand même souligner qu'on avait affaire à une situation qui comportait plusieurs inconnus, à la fois pour les autorités de contrôle et pour les exploitants. On n'était pas habitué d'abord à rechercher la toxine céréulide dans l'alimentation et encore moins dans l'alimentation infantile. Normalement, quand la toxine est produite, c'est plutôt dans des ingrédients à base d'amidon mal conservés et en présence d'une grande quantité du Bacillus cereus,
qu'on sait donc détecter. Mais là, il s'agissait d'un élément huileux, il n'y avait plus de Bacillus cereus, car il avait été détruit par la chaleur par le processus de fabrication, alors que la toxine, elle, est thermostable. Comme on n'était pas habitué à rechercher la toxine seule, on ne disposait pas de méthode analytique suffisamment sensible pour la détecter à des concentrations faibles et il n'existait pas non plus de seuil de sécurité permettant de déterminer quand un produit devait être retiré du marché. On voit donc que ce sont des limites sur le plan scientifique qui ont entraîné des manques dans la réglementation, lesquels ont contribué aux délais qui vous ont été exposés. J'en arrive maintenant à la chronologie du volet sanitaire de la crise, car au début, l'alerte n'est qu'alimentaire. Même après les retraits massifs de Nestlé le 5 janvier, les autorités ne s'inquiètent pas plus que cela. Les centres de crise sanitaire du ministère de la Santé n'est pas informé. C'est seulement le 13 janvier que le premier signalement lui parvient, un bébé décédé en Nouvelle-Aquitaine, potentiellement en lien avec la consommation de lait rappelé par Nestlé. C'est le début de l'alerte sanitaire. Mais là encore, le processus est très progressif. Une semaine plus tard, le 19 janvier, le ministère de la Santé saisit les ARS pour leur demander de remonter les signalements. Puis le 22 janvier, il saisit la Société française de pédiatrie pour obtenir son expertise sur les signes cliniques associés à une intoxication à la céréulide et sur la conduite à tenir. Un communiqué de presse commun santé-agriculture est publié le même jour et une première information est envoyée aux professionnels de santé le 23 janvier. Pourquoi faut-il attendre 15 jours après le retrait massif de Nestlé pour avoir la première information à destination du public et des professionnels de santé? La Direction générale de la santé nous a expliqué qu'au début, il n'y avait pas de signalement sanitaire qui remontait, c'est-à-dire pas de signalement de cas cliniques en lien avec les retraits. Indépendamment de la question de la dangerosité du contaminant, c'est seulement à partir du moment où des signalements ont été remontés que le ministère de la Santé a été saisi. Ensuite, la question se pose de l'imputabilité des cas signalés à la toxine céréulide. Les experts estiment que les signes cliniques liés à une intoxication à la céréulide sont principalement des vomissements survenant rapidement après la consommation du lait. Autrement dit, ils se distinguent difficilement de ceux d'une gastro-entérite classique. Pour autant, des cas plus graves ont été remontés. Il appartiendra aux experts compétents de se prononcer sur leur imputabilité. Pardon. Lors des auditions, les familles nous ont témoigné de leurs difficultés à avoir accès à une information transparente et fiable pendant toute cette période. S'agissant des laits pouvant être consommés, de la conduite à tenir s'agissant des boîtes de lait contaminées et des éventuelles analyses à réaliser lorsqu'un nourrisson présentait des symptômes. Le caractère très évolutif et parfois confus de la communication officielle a été un facteur d'angoisse pour les familles, qui a pu alimenter l'idée que les autorités cherchaient à minimiser la situation. Aujourd'hui encore, des familles se demandent si les effets de la toxine ne sont pas plus graves qu'on a bien voulu leur dire. L'ANSES a d'ailleurs reconnu lors de son audition qu'on n'avait pas de données scientifiques sur les effets à long terme d'une exposition prolongée à la toxine à faible dose. Or, on sait que cela faisait plus d'1 an que des laits contaminés étaient commercialisés. Il aura fallu plusieurs mois et même plus d'1 an pour détecter la présence de la toxine dans les laits infantiles. Ensuite, il a fallu encore plusieurs semaines pour retirer du marché les laits contaminés. Et enfin, il a fallu plusieurs semaines pour que ces retraits entraînent une réaction des autorités sanitaires. Nous devons impérativement tirer les enseignements de cette crise pour prévenir des catastrophes futures. Cela nous a conduit à formuler 4 grands blocs de recommandations. Premièrement, nous devons absolument renforcer les contrôles indépendants sur les aliments infantiles. On se repose beaucoup trop sur les autocontrôles des industriels. D'abord, s'agissant des contrôles réalisés par les fournisseurs et sur les ingrédients importés de pays tiers, le fournisseur chinois d'huile ARA Cabio Biotech n'avait manifestement pas respecté les protocoles sanitaires prévus par la réglementation européenne et personne ne s'en est inquiété. Cela nécessite notamment le renforcement des moyens des autorités en charge du contrôle sanitaire des aliments, en particulier des DDPP, afin qu'elles puissent aussi contrôler les sièges sociaux des entreprises et vérifier la conformité de leur plan de maîtrise sanitaire. Ces contrôles indépendants doivent se trouver à chaque étape du processus de fabrication.
Alors, l'une des dimensions clés dans l'affaire qui nous occupe, c'est que nous parlons de lait infantile, c'est-à-dire un aliment destiné à une population fragile et vulnérable, dont c'est la seule nourriture. On ne peut appliquer les règles de droit commun alimentaire pour cet aliment. C'est pourquoi nous pensons globalement que le cadre réglementaire de ces laits infantiles devrait être renforcé pour se rapprocher davantage de celui applicable aux médicaments, par exemple. J'en arrive à notre deuxième grand bloc de recommandations. Nous pensons qu'il faut adapter et renforcer nos mécanismes d'alerte et de gestion de crise, en particulier quand il s'agit de lait infantile. Tout retrait de lait infantile lié à une contamination potentiellement dangereuse devrait faire l'objet d'une investigation sur le plan sanitaire, ainsi qu'une communication entre ARS et les centres antipoison pour se coordonner sur l'application du signal sanitaire. Il faut également renforcer les outils permettant de garantir l'effectivité des procédures de retrait-rappel. Les DDPP nous ont remonté des difficultés à contrôler ces retraits pour les ventes en ligne. Elles ont eu aussi à gérer des retraits non effectués dans les pharmacies ou dans les drives de supermarchés. Nous pensons qu'il faudrait étudier la possibilité de bloquer les codes barres des produits qui ont été retirés du marché. Il y a également des progrès à faire sur la communication et la transparence en direction du public pour que les familles puissent être rapidement informées sur la conduite à tenir en situation de crise sanitaire liée à l'alimentation infantile. Nous préconisons la mise en place de moyens permettant de centraliser les renseignements et de répondre aux demandes des familles. Centres antipoison, DDPP, ARS, soignants, aucun interlocuteur privilégié n'a été identifié pour les familles. Nous appelons également à une amélioration du site Rappel Conso pour que le public y accède plus facilement et puisse avoir une vision agrégée de l'ensemble des produits rappelés en lien avec un même contaminant. Troisième grand bloc de recommandations, nous pensons qu'il faut renforcer le tissu industriel français et européen pour la production de lait infantile. Nos auditions nous ont alertés sur le fait que la qualité sanitaire des produits destinés aux nourrissons pouvait être mise en balance avec des critères de nature économique. Il est nécessaire d'introduire davantage de diversité dans les appels d'offres publics des maternités, aujourd'hui largement verrouillés par Nestlé et Danone. Peut-être que certains d'entre vous se rappelleront du coffret de naissance offert à la maternité avec le logo Nestlé bien apparent. Nous sommes face à des multinationales qui exercent une influence directe sur nos maternités, nos pharmacies, ayant la responsabilité de la seule alimentation des nourrissons. Leur comportement dans cette affaire m'interroge fortement. Si les industriels qui commercialisent du lait infantile ont bien répondu à notre demande d'audition à huis clos, ils ont annulé leur venue en commission des affaires économiques pour une audition publique. Un refus d'expression publique alors que les parents attendent des réponses. Pourquoi Nestlé attend le 5 janvier pour prévenir les autorités de l'origine de la contamination alors qu'ils savaient 10 jours avant ? J'ai posé cette même question lors de l'audition du CNIEL en commission des affaires économiques le 14 avril dernier, ce qui m'a valu un courrier du directeur des affaires publiques de Nestlé. Sont-ils dérangés par la représentation nationale que la représentation nationale évoque de possibles dysfonctionnements dans leur gestion de la crise ? Qu'au-delà, cette crise illustre notre dépendance à un fournisseur chinois pour la production d'une huile jugée très importante pour le développement neurologique des nourrissons. Il serait sans doute souhaitable qu'elle puisse être produite dans l'Union européenne. Enfin, notre quatrième bloc de recommandations porte sur la nécessité de mieux intégrer les dangers émergents dans la réglementation européenne. À cet égard, nous pensons qu'il faut revoir la liste des contaminants réglementés et étudier l'opportunité d'y intégrer la céréulide et d'autres toxiques produites par Bacillus cereus. Nous appelons également à la mise en place d'un laboratoire européen de référence pour ce bacille qui a été considéré jusque-là, peut-être à tort, comme un problème de santé publique relativement mineur. Nous pensons qu'il faut appuyer une candidature de l'ANSES à ce titre. En conclusion, l'évaluation que nous avons produite a mis en lumière un fonctionnement en réalité plutôt satisfaisant des services de l'État dans le cadre réglementaire et administratif qui leur est donné. Les lacunes que nous avons identifiées se situent plutôt dans la structuration de ce cadre qu'il faut faire évoluer pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Union européenne et de la France. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour la présentation à deux voix de ce rapport.
constate qu'on est globalement toutes et tous d'accord sur l'analyse de la gestion de la crise, qu'il y a eu des lacunes. Et donc, effectivement, nos 14 recommandations, disons qu'elles peuvent être appliquées de plusieurs manières, que ce soit par du réglementaire, que ce soit au niveau européen. Donc, pendant les auditions, la Commission européenne nous a également dit qu'eux faisaient un point et analysaient un petit peu les manquements qu'il y a pu avoir pour pouvoir aussi apporter des améliorations. Et puis, on a aussi un pouvoir législatif. Et donc, quand dans nos recommandations, on demande de renforcer les effectifs dédiés au contrôle sanitaire de l'alimentation au sein des DDPP, eh bien, ça passe aussi par le budget, donc un renforcement budgétaire aussi. Et puis aussi sur davantage de contrôle, si effectivement on est laboratoire national de référence, ça demandera aussi qu'on mette les moyens pour que l'ANSES puisse pouvoir avoir les moyens d'être ce laboratoire-là national de référence. Ensuite, effectivement, on voit bien que dans cette crise, il y a des délais qui sont importants, notamment parce que je pense que, mine de rien, les industriels on a attendu les autocontrôles des industriels pour pouvoir agir. Or, on a aussi perdu du temps et le principe de précaution, là, n'a pas été appliqué au sens où on n'a pas bloqué les lots qui étaient potentiellement contaminés. Et je rappelle quand même que dans la loi Egalim, c'est bien indiqué que s'il y a suspicion d'une contamination alimentaire sur un produit importé ou fabriqué, les lots doivent être... on doit immédiatement prévenir déjà les autorités. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Bon, vous avez aussi pu voir dans le rapport que la justice a été saisie sur ce point-là. Donc nous, on n'ira pas plus loin là-dessus. Mais redire aussi quand même que nous, on espère que ce rapport, il pourra apporter des réponses aussi aux familles, parce que on voit bien l'impact psychologique qu'il y a eu et puis en fait ça concerne bien plus que simplement les parents. On est aussi les grands-parents, toute la famille autour. C'est quand on sait que le lait infantile c'est la seule alimentation pour un bébé, donc les conséquences elles sont dramatiques. J'entends les professionnels aussi qui disent effectivement pour certains, ont eu les informations assez tard, finalement. Les premiers appels massifs, le 5 janvier. Le DGS urgent arrive le 23 janvier. Les informations aussi arrivent par la presse, les réseaux sociaux. Donc, on voit bien que même les soignants, eux, pour vous dire aussi, les ARS nous ont dit cette crise a permis aux ARS de pouvoir discuter ensemble, puisque rien, et ça fait partie des recommandations aussi, que dans ce genre de crise, il puisse y avoir un espace où les ARS peuvent discuter entre elles pour organiser un peu la gestion de cette crise. Et ensuite, sur la question sur le monopole de certains groupes multinationaux concernant le lait infantile, moi je pense que en fait, on pourrait aller plus loin. C'est un peu le regret que j'ai de ne pas avoir une commission d'enquête sur ce sujet, parce qu'on aurait pu creuser davantage. Et voilà, c'est aussi une piste pour aller plus loin sur le sujet du monopole des grands groupes sur la question du lait infantile.